Humanité. Disposition à la compréhension, à la compassion envers ses semblables, qui porte à aider ceux qui en ont besoin. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que je ne porte pas l'être humain dans mon cœur. Traître, faux cul, égoïste, avide de pouvoir et d'argent, je suis loin d'être à court de mots pour nous définir. Statistiquement, on est l'espèce errant sur Terre la plus dévastatrice, à la fois pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. On est une véritable gangrène. Ouais, je sais, je suis plutôt négatif nous concernant. Est-ce que c'est une généralité, ou est-ce qu'il existe encore des gens bons qui te tendent la main sans arrière-pensée, sans avoir envie de te tirer le bras pour te faire trébucher ? Durant mon dernier voyage à moto, une vraie question s'est installée dans ma tête, suite à un constat. Pourquoi est-ce que les gens qui en ont le moins sont ceux qui en donnent le plus ? Est-ce qu'au final, le monde civilisé dans lequel nous vivons au quotidien, avec tout ce qu'il implique, les bons comme les mauvais côtés, ne nous voile pas la face sur ce qui est essentiel nous concernant ? J'aurais pu commencer cette série par le grand classique. Départ à 4h du matin de chez moi, à peine 8 minutes de sommeil, le GPS est déjà en panne et je suis même pas sûr d'avoir bien préparé mes affaires. Direction Chartres pour rejoindre Clément pour ensuite attaquer 1000 km de route jusqu'à Barcelone pour prendre un ferry direction le Maroc. J'aurais pu également préciser que nous sommes arrivés les derniers au ferry, que nous avons failli le louper de peu, 207 cc frère, mais que finalement nous avons atteint le bateau et que nous allons enfin essayer de nous reposer un peu. J'aurais pu, mais après avoir vécu cette expérience, je pense que je vais devoir te raconter cette histoire bien différemment. Avant toute chose, on va commencer par essayer de rentrer dans le pays. Là, comme tu peux le voir, je suis en ébullition. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus tôt dans l'après-midi sur le bateau avec Clément, on s'est endormi au soleil. Et j'ai chopé une putain d'insolation, mon gars. J'avais chaud, j'avais froid, je saignais du nez constamment, et là, j'étais vraiment pas bien. J'avais qu'une envie, c'était de sortir du bateau, prendre l'air, m'allonger quelque part et dormir. Mais avant tout ça, on doit encore passer la douane marocaine. Si t'as suivi mon voyage en direct, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'avais le drone dans le sac. Et je sais pas si t'es un petit peu au courant des lois concernant les drones au Maroc, mais les drones sont strictement interdits. Normalement, t'es censé le déclarer à l'arrivée, ils te le prennent, et à mon avis, tu le revois jamais. Si tu le déclares pas et que tu le fais voler au Maroc et que tu te fais prendre, c'est au minimum une grosse amende, et il y en a certains qui parlent même de peine de prison. Et tu peux même pas jouer la carte du mec qui savait pas que c'était comme ça au Maroc parce que c'est placardé partout à la douane. T'as des panneaux qui te l'expliquent clairement en arabe et en français. Là du coup, ça me fait 2 raisons d'avoir chaud. ouais, c'est un peu ça. C'est ça la bonne. Comme je te disais tout à l'heure, pas de GPS pour ce road trip. Une simple carte et Google Maps en guise d'aide au cas où, une fois que j'aurai trouvé une puce marocaine. Du coup, on galère pas mal à la sortie du bateau. On enchaîne les barrages routiers et on décide de trouver un spot sur un bord de route. On suit un petit chemin que l'on pensait tranquille à la base. Mais des mecs armés sortent de nulle part et nous barrent presque la route. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'était ni des militaires, ni des policiers. Étant donné que nous nous trouvons dans une zone où le cannabis pousse en abondance, le lien était rapide à faire. Demi-tour et on trouvera mieux. On finit par faire un petit aller-retour à Ceuta, une espèce de petite terre appartenant à l'Espagne qui est directement située sur les côtes marocaines. On se tape donc un double contrôle à la douane. Un pour rentrer à Ceuta et un pour en ressortir aussitôt. C'est parfait, avec mon drone dans le sac, on joue pas trop avec le feu depuis notre arrivée. Et il y a mon collègue en moto, là même. Quand on prend du Maroc, On fait les pleins d'essence et on décide de prendre l'autoroute. On va essayer de se positionner au mieux pour pouvoir faire ce que j'avais prévu de rouler demain. Il est 5h du matin et on est cuit. Du coup, on passe le premier péage et on s'endort à même le sol sur un parking d'autoroute. On peut difficilement faire pire pour une première nuit, je te l'accorde. Mais vu que le soleil se lève tôt, que Clément est HS et que moi j'ai la tête qui tourne avec mon insolation, ça fera l'affaire. Je t'avoue que depuis mon arrivée ici au Maroc, je me demande clairement ce que je fous ici et si c'était vraiment une bonne idée. Mais je pense que mon état physique y joue pour beaucoup. Objectif de demain, trouver un bon café et de quoi manger. On va reprendre des forces et attaquer ce road trip dans les meilleures conditions possibles. « 6h30 du matin, le froid me réveille. Je décide de me caler sur la moto histoire d'essayer de me rendormir un petit peu, mais impossible. merci. Clément dort encore sur le sol juste à côté de moi. Je fais les 100 pas histoire de me réchauffer un petit peu, je profite du lever du soleil et je finis par réveiller Clément. On est toujours sur l'autoroute et il doit nous rester environ 30 km avant d'atteindre la ville de Tétouan. On renfile nos sacs et c'est parti. On tardera pas à tomber sur un superbe café. Du coup tu connais, hein, grand café, viennoiserie, jus d'orange à gogo. Et puis quand j'ai vu le prix de tout ce qu'on venait de prendre avec Clément, on s'est regardé et on s'est dit qu'on allait peut-être encore se resservir au moins 2 ou 3 fois avant de partir. En plus de ça, on a accès au wifi gratuit, alors je peux te dire qu'on a vraiment mis du temps avant de décoller. Mais bon, c'est notre premier moment sans stress depuis le départ et je peux te dire qu'il fait vraiment du bien.
De toute façon, j'ai préparé ce road trip d'une manière complètement différente de tous les anciens. Et pour celui-ci, je me suis dit que la notion de temps ne ferait clairement pas partie de ce voyage. Allez, première étape de la journée, direction la ville de Chefchaouen. Au fait, pourquoi le Maroc ? On voulait contraster avec l'Islande tout simplement. Après avoir fait un pays où les conditions climatiques sont froides et humides, on voulait faire l'inverse. En plus de ça, d'un point de vue moto, le Maroc n'est même plus à présenter ni à justifier. Entre les nombreux rallyes qui s'y déroulent chaque année et le nombre incalculable de voyageurs à moto, on sait que ce pays est clairement bâti pour la moto. Je sais pas si ça ne choque que moi, mais j'imaginais vraiment pas le Maroc aussi vert. En tout cas pour la partie nord. Mais je me doute bien que plus on va descendre vers le sud, moins il y aura de verdure. Merzouga. Ah, Marzouga, Si. c'est kilométrage. Sama, Ciao. bella macchina. Pour combien de temps, je sais pas, mais... Il est un peu plus de midi et on va essayer de trouver un resto pour manger. Première vraie pause au Maroc, premier restaurant et premier tagine. On a beaucoup de chance d'être tombé par hasard à cette adresse. Ce resto est juste magnifique. Il doit être environ 15h et le soleil tape vraiment super fort. Mais on essaye de se motiver et de pas trop tarder à reprendre la route. Mais avant ça, petit contrôle de police. Notre premier depuis notre passage à la douane. J'espère que les choses vont bien se passer. Comptez passer la nuit. Fès, normalement. À Fès Si on y arrive, ouais. Il y a quoi? Il reste 5 heures. 5 heures. 5 heures? 5 heures. Ah ouais, quand même. Route. Merci. Ça fait combien de kilomètres à peu près jusqu'à Fès d'ici? À Fès, c'est pas le problème de kilométrage. C'est la route? La route. Il est un peu accidenté. Mais il est praticable, oui. Ouais. Ok. Bon, finalement pas de Bonne journée. pression, hein. Je suis étonné qu'on ne m'ait même pas demandé à ce que j'enlève mon casque, ni mes lunettes, ni ma cagoule. Au moins pour la comparaison entre la photo qu'il y a sur mon passeport et ma tête. Comme t'as pu le voir, l'agent nous a dit qu'il nous restait au moins 5 heures de route avant d'arriver jusqu'à Fès. On va pas traîner. En soi, on pourrait très bien s'arrêter avant, mais je te rappelle que ça fait plus de 3 jours qu'on s'est pas vraiment posé avec une bonne nuit de repos. C'est pour ça qu'on veut vraiment arriver à Fès. Trouver un hôtel, trouver de quoi se doucher et se reposer. On en a vraiment besoin. À peine arrivé dans la ville de Fès, on se fait alpaguer par un mec en scout qui nous propose un plan pour manger et dormir. Traquenard ou mec, tranquille? On fait quoi? Je sais pas, il me parle de grillade et de garage. Ici, la ville ancienne, la Médina. Il y a Riyad, garage la moto. Dar Aliyan, la maison Aliyan. On va checker là-bas ce qu'il nous montre. Et puis si ça nous plaît pas, on... Ok, mais... Ouais. Je t'avoue qu'on sait pas trop quoi en penser. On le suit histoire de voir ce qu'il a à nous proposer, mais je sais d'avance qu'on n'acceptera pas. Et puis avec la journée qu'on vient de passer et la fatigue, je t'avoue qu'on a juste envie de se poser et prendre le temps de réfléchir pour trouver une solution pour ce soir. Ou en tout cas une solution qui nous convient à nous. On comprenait pas vraiment ce qui se passait avec Balou, mais on s'est renseigné auprès de la population et apparemment le roi était présent en ville ce soir-là. D'où cette masse importante de personnes autour de nous et surtout d'où cette sécurité militaire omniprésente dans toute la ville. C'est d'ailleurs assez incroyable. Tous les 100 mètres de l'entrée de la ville jusqu'à la sortie de la ville, t'as un soldat qui est positionné, armé et prêt à intervenir en cas de problème. Pour que tu puisses imaginer un peu la taille de la ville, Fès est la deuxième plus grande ville du Maroc avec une superficie de 424 km². Dis-toi que Paris fait seulement 105 km². Je te laisse donc imaginer le dispositif militaire qui a été mis en place juste pour la venue du roi.
On aura mis un peu de temps, mais on a fini par trouver un hôtel qui nous convenait. En plus, on peut garer les motos à l'intérieur, donc c'est parfait. On va enfin pouvoir se poser un peu, manger quelque chose de chaud et réattaquer dans de bonnes conditions demain. Réveil tardif ce matin, un peu plus de 12h30. En même temps, c'est normal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dormi dans un vrai lit. Il fallait qu'on en profite un peu. On prend notre petit déj, on s'équipe et on se prépare à attaquer la journée. On avait initialement prévu de rejoindre la ville de Merzouga, mais je pense que vu l'heure à laquelle on part, il va falloir que l'on revoie notre objectif à la baisse. Même si on n'a aucune pression en termes de temps et de distance, c'est quand même toujours bon de se fixer un objectif. On prend quand même le temps de passer un coup de Karcher sur les motos, histoire de nettoyer de la session piste d'hier. On fait les pleins d'essence et c'est reparti. On passe rapidement à table, histoire de pouvoir enquiller sur la suite de la journée en minimisant les pauses. On dirait presque que tout est faux, tu sais. Je sais pas, c'est trop parfait. On dirait que tout est planté, tu vois. Gazon tondu à la machine et tout. C'est trop chelou, tu vois. Coucou. Vous avez pas de langue? Tu veux que je te donne un conseil? Tu vas sur YouTube et tu tapes Black Market. Excellent. Coucou. Bah oui, je te fais peur. Je suis bizarre. Je te sauve la vie, bonhomme. C'est tellement bon, bordel. Ça m'avait manqué les gars, comme ça. Et pas qu'un peu, mon gars. Ça fait des mois que j'attends ce moment de pouvoir rerouler des pistes à moto sans me prendre la tête et sans penser à rien. Je peux te dire que ça me fait vraiment du bien. En plus de ça, je vois que mon gars Balou devant a l'air plutôt chaud, donc ça fait vraiment plaisir.
L'heure tourne et la nuit va bientôt tomber. Il faudrait que l'on songe à trouver un spot afin d'installer le campement pour cette nuit. Oh ouais. C'est pour ça que le petit nous disait de ralentir, je comprenais pas au début. Je crois qu'il faisait coucou moi. Ah, je fume pas, désolé. LC Boy, bonjour. Tu voulais pas camper au bord d'une rivière? Il est déjà 19h30. Comme ça on se lève tôt demain et on attaque vite. Enfin vite, ça je veux dire quoi. Oh, j'ai envie de grimper là. Yes. Contre le tronc d'arbre. Ouais, c'est ce que je On voulais vient faire. de tomber sur le spot parfait pour une première nuit de camping sauvage. Il faut savoir qu'ici, malgré le fait qu'il fasse super chaud en journée, la nuit les températures peuvent vraiment chuter. Du coup on prépare bien le campement et on va s'allumer un feu. On passe la soirée tranquillement au bord du feu et on tarde pas à se coucher. Demain on attaque direct par la suite de cette section off-road et il faut que l'on soit en forme. Quelque part dans le parc national d'Agualma-Mazigza. Réveil frisqué ce matin. Mais comme je te le disais hier, la température chute brusquement la nuit ici. Mais bon, l'avantage c'est qu'au moins ça te réveille direct. Je prends quelques minutes pour admirer la vue et je me dis qu'on a vraiment bien choisi notre spot quand même. On ravive les flammes du feu qu'on a fait hier pour se réchauffer et on va aller se laver un petit peu dans la rivière. Ça va Clément? Ah, c'est bon là. C'est parti. Objectif 400 et quelques bornes. Direction Merzouga. On n'a même pas le temps de s'échauffer, on réattaque direct la piste d'hier. Ravitaillement en essence des motos à Toonfit et on retire un petit peu d'argent pour la suite de la journée. Le ciel semble se couvrir, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. On se dirige maintenant vers le cirque de Jafar. Ce qui est génial dans ce pays, c'est que peu importe où tu te trouves, il y a toujours quelqu'un pour t'aiguiller ou te montrer le chemin. Ok, merci.
disais précédemment, on va devoir faire face à notre premier vrai gros problème du trip. Et ça va pas être une panne de moto. Évidemment, qui dit off-road, dit forcément chute éventuelle. Ah, tu m'as vu tomber? J'ai entendu un bruit. L'arrière, il est parti d'un coup sec. Et j'ai fini sous la moto, coincé à moitié. Tu vas maintenant assister à la première dinguerie du trip. Tu devrais y aller en reculant. Hein. Tu devrais reculer. Je me sens pas. Casse-gueule, gros, là, tout le truc. Si l'avant il décroche. Bisous. Yes. Attends. Bouge plus parce que là ça risque d'être un problème là. C'est pour ça que de manière générale, quand t'es un road trip, il faut toujours penser à toutes les éventualités. Tu vois là par exemple cette situation, on aurait clairement pu l'éviter. Bloque l'avant à gauche à fond. Descends, tu crois? Je dirais presque comme ça en fait. Tu vois, là avec un enduro, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème c'est qu'on est sur des gros trails et que c'est absolument pas le même poids. Du coup, la moindre petite chute peut tout de suite te faire perdre 1 heure, 2 heures, voire plus, suivant la situation. Et en plus de ça, la moto de Balou commence à faire des siennes. Mais dans notre malheur, on va avoir un petit peu de chance quand même. Mais seulement temporairement. Tiens bah attends, c'est le gars en Africa Twin. Hola. Bonjour. Vous êtes espagnol? Espagnol. Ouais bon, malgré le fait que Balou soit en galère, j'en profite quand même pour regarder un petit peu cet Africa Twin préparé. Et je dois avouer que ça me donne 2-3 idées. Quand je te disais que la moindre mauvaise décision prise en road trip peut tout de suite engendrer des problèmes un peu plus graves, et bah là on a un cas typique. En remontant la grimpette sur son Africa Twin, Clément a glissé et s'est pris la bulle en plein sur la lèvre. Il s'est littéralement coupé la lèvre en deux et il pisse le sang comme pas possible. Du coup je vais finir le boulot et remonter cet Africa Twin sur la piste et ensuite on s'occupe de sa lèvre. Comme il est toujours debout et qu'il n'a pas l'air trop dans le mal, j'ai pas encore pris le temps de regarder ce qu'il avait exactement, mais j'espère qu'une dent n'est pas touchée. Parce que si c'est le cas, ça sera pas la même histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. T'as de l'eau ou tu veux un peu d'eau? T'as une bonne ouverture. Ça va. Bon, les dents ne semblent pas touchées et apparemment il y a juste la lèvre qui est ouverte. C'est relou, mais c'est moins grave que ce que je pensais. Souvent. Ouais, c'est normal. Ça va sinon la tête et tout. On va pouvoir continuer relativement sereinement. D'ailleurs, on va pas trop tarder à reprendre la route. Clément commence à se sentir un peu mal du fait que sa blessure est en train de refroidir et il serait bon que l'on arrive dans une ville histoire de pouvoir faire une vraie pause. Mais bon, ce gars quand même, c'est pas mal. croise un homme qui est tombé en panne d'essence. Ça faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres qu'il poussait sa moto. Il en pouvait plus. Plus d'essence? J'ai mon ami qui en a. Il arrive. Mais c'était son jour de chance. On a de quoi lui dépanner.
Bonne route. Oh. Putain. Ouais, je pense qu'on a vraiment besoin d'une bonne pause si tu vois ce que je veux dire. On en vient à faire n'importe Ouais, quoi ça sur va. des trucs relativement simples et on fait que tomber. En plus de ça, je viens de m'éclater la main et la jambe et de façon totalement bête. On arrive enfin en ville et on se pose dans le premier resto ouvert. L'avantage au Maroc, c'est que tu peux manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. On passe également devant une pharmacie, du coup on s'arrête histoire que Clément puisse acheter de quoi désinfecter sa lèvre régulièrement. Même si le meilleur des remèdes restera toujours le miel. Prends ça en note. On avait hésité à s'arrêter ici pour aujourd'hui, notamment en raison de l'état de Clément et du mien. Mais finalement on a décidé de continuer à pousser un petit peu, et même si on n'arrive pas jusqu'à Merzouga, on va quand même essayer d'atteindre la ville d'Erfoud. Pour s'y rendre, on passe par ce que l'on appelle les gorges du Ziz. Quand on arrive au point culminant qui donne accès à l'intégralité du panorama, je peux te dire qu'on se prend une sacrée claque. On est face à une rivière de palmiers. La tempête de sable semble s'intensifier. Un homme nous propose gentiment de nous héberger chez lui pour la nuit. Mais le truc c'est qu'on est encore beaucoup trop loin de l'objectif qu'on s'était fixé. Même si on n'a pas de pression en termes de temps et de distance, il faut quand même que l'on avance un minimum. Du coup on est obligé de refuser sa proposition et on continue notre route. On appelle la vallée parce qu'il a la montagne et la ouais. J'ai tellement envie de mettre un coup de drone mec, mais c'est chaud. 20 000 dirhams. 20 000 dirhams. C'est incroyable de voir comment une moto de presque vieille de 30 ans a autant d'effets au Maroc. On nous pose toujours plein de questions sur l'Africa Twin. Allez, encore un petit peu de courage et on arrive enfin à la ville d'Erfoud. Il fait nuit et on n'a aucun point de chute pour pouvoir dormir cette nuit. Du coup on va essayer de trouver un riad ou un hôtel ou quelque chose qui pourra nous permettre de dormir cette nuit tranquillement. Avec cette tempête qui est en train de souffler dehors, ce sera plus raisonnable. Putain, et tu m'as reconnu comme ça dans la nuit là. Ouais, j'ai vu une application. Attends, le pire, c'est qu'ils montent une vidéo. Oh, regarde, on était encore en Espagne. Ouais, on était encore en Espagne. Regarde, eux, ils vont faire. Et puis le lendemain, ils me disent putain, ils vont au Maroc, ils sont à Marrakech 2 jours après nous. Oh la barbe. Putain. Putain, ça se trouve, c'est lui. Bah, surtout, j'ai vu les GoPro, les machins, j'ai fait oh. Ouais, l'Islande c'est à faire. Ouais. Claire. Du coup, ouais, tu m'as donné envie d'y aller. Clairement, faut y aller, c'est un truc de ouf. Alors là, j'étais sur le cul. 2 abonnés à la chaîne ont réussi à nous reconnaître dans le noir total, complètement par hasard, aux portes du désert. Ils étaient ici en ce moment pour pouvoir participer au Maroc Desert Challenge. On a malheureusement dû devoir écourter ce moment parce qu'ils repartaient le lendemain très tôt pour pouvoir continuer leur course. En tout cas, c'était un très bon moment et ça fait toujours plaisir de pouvoir parler avec des gens qui suivent nos aventures. Allez, il est temps d'aller se coucher. Comme je te le disais, on est maintenant aux portes du désert, ce qui veut dire que le Sahara n'est plus qu'à quelques kilomètres de nous. Demain, direction Merzouga. Réveil aquatique ce matin dans la ville d'Erfoud. Tous les touristes de la veille sont maintenant partis et on a l'hôtel complet pour nous tout seuls. Alors on en profite un peu. Aujourd'hui, cap sur Merzouga, autrement dit, les portes du désert du Sahara. On n'a qu'une 50aine de kilomètres à faire, du coup on en profite pour que Balou aille changer son pneu dans un garage. Ça lui fera un truc de moins à transporter et un peu plus de grip pour la suite de nos aventures. Merci beaucoup, avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir, à la prochaine, merci. Comme je te disais précédemment, on n'a qu'une 50aine de kilomètres à faire. Mais le problème, c'est qu'une tempête semble se lever et qu'un mur de sable est en train de se dresser devant nous. Les jours de tempête, il n'est pas rare de retrouver les routes partiellement ou complètement recouvertes de sable. Et pour couronner le tout, on assiste à la formation de quelques tornades. Le vent latéral auquel on fait face déporte souvent les motos sur la voie d'en face. Je suis passé pas loin de l'accident avec cette connerie. Ça devient difficile de progresser dans ces conditions. On va faire une pause.
Oh le merdier mon gars. T'as vu les tornades et tout? Et il y en a une, elle arrivait sur nous, vénère hein. Ça me brûle l'intérieur du nez. Ouais terrasse, je suis chaud. J'espère que la météo va quand même finir par s'améliorer, ou en tout cas que la tempête se calme. Petit tagine au poulet histoire de se mettre bien, et c'est reparti. On arrive enfin à Merzouga. On y est. Cette ville est réputée pour avoir les plus hautes dunes de sable du Maroc. C'est également ici que de nombreux pilotes de rallye-raid viennent s'entraîner chaque année. On prend quelques infos pour la suite du tracé de demain auprès de certains locaux, et on va essayer de trouver un riad pour dormir ce soir. Tu sais qu'on part pour une connerie là. On part pour fête quand même. Bah ouais, mais bon. On est là, on est obligé de la faire. Je suis pas venu là pour... Bon, tu te doutes bien qu'on n'est pas venu là juste pour regarder les dunes. On va essayer de rouler dessus. On dégage les affaires de la moto, on fait la pression des pneus, on descend à 0,8 bar et on attaque ça. Incroyable, tout simplement incroyable comme sensation. C'est la première fois qu'on roulait dans le sable. Et j'entends par sable des dunes de sable, pas des pistes ensablées. Et crois-moi qu'il y a quand même une sacrée différence, surtout en termes de grippe. Au début, je t'avoue que je me posais pas franchement la question de savoir comment est-ce que ça allait se passer. Mais Clément était tellement stressé par rapport à la situation qu'au final, il a réussi à me mettre la pression et j'appréhendais grave les premiers tours de roue sur les dunes. Bon, déjà on part avec un handicap, on roule avec 2 enclumes. On a quand même enlevé la majeure partie des bagages qu'on avait sur la moto et on a dégonflé nos pneus. Mais même comme ça reste quand même une moto qui est super lourde. On peut donc pas attaquer n'importe quelle dune non plus, ça va de soi. À cela s'ajoute le fait que mon pneu arrière n'est plus vraiment en forme, donc ça ajoute une difficulté supplémentaire. Qui dit moins de gomme, dit moins de grippe. Et puis il faut aussi tout simplement prendre en compte qu'on est nul sur les dunes. On n'a jamais roulé dessus, on sait pas comment ça se passe, on sait pas quelles sont les techniques qu'il faut adopter, du coup ça va être plus de l'expérimentation qu'autre chose. Le deuxième truc à savoir si jamais t'es amené à rouler sur des dunes un jour, c'est qu'en gros, il faut jamais couper. À partir du moment où la moto part, il faut que tu restes sur un filet de gaz ou que tu accélères de plus en plus, et seulement à ce moment-là, la moto va commencer à se stabiliser et tu vas pouvoir aller où tu veux. Le truc qui est assez déroutant, c'est que t'as plus l'impression de glisser sur le sable plutôt que de rouler dessus. Franchement, si vous avez jamais vu de désert, moi j'en avais déjà vu un il y a longtemps. Faut le voir au moins une fois. Et si vous pouvez venir rouler ici, franchement faites-le parce que il n'y a pas de mots, c'est magnifique. Réveil au pied des dunes de Merzouga ce matin. On prend le temps d'avaler un bon petit déj parce que vu ce qu'on va attaquer après, ça risque d'être notre seul repas avant ce soir. Et Clément en profite pour mettre un petit peu de miel sur sa blessure. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Le miel c'est nickel pour pouvoir cicatriser plus rapidement. Un des gérants du riad s'est gentiment proposé de me montrer sur la carte par où est-ce qu'il fallait exactement passer pour ne pas avoir trop de galères sur la trace que l'on souhaitait faire. Il y a certaines zones où il va y avoir beaucoup de fèche-fèche à traverser, certaines plus faciles que les autres. Même si ces motos roulent dans le désert et roulent sur à peu près tous les terrains, il est évident qu'il y a certains passages qui risquent d'être plus compliqués que d'autres, ne serait-ce que par rapport au poids de la moto. Cerise sur le gâteau, ce gars-là m'aura même proposé qu'au cas où on se perdrait, on l'appelle et il vient nous chercher directement avec son 4x4. Il connaît l'endroit par cœur et il saura où nous trouver. C'est un détail, mais je t'avoue que ça m'a touché. Aujourd'hui, on est censé attaquer une partie du sud. Donc c'est normalement essentiellement de la piste. Je dis pas de bêtises. C'est une ancienne
trace du Dakar. Malgré les explications de notre ami au Riad, une fois sur le terrain, on galère pas mal à trouver la bonne route. Enfin, c'est pas qu'on galère, mais disons qu'on veut être sûr du chemin qu'on prend. On veut pas se trouver à nouveau tanké dans le désert bêtement, si tu vois ce que je veux dire. Ok, merci. Merci beaucoup. T'emballes pas trop, gros. Tu vas te prendre une zipette, tu vas rien comprendre. Ça va 2 kilomètres. Comme je te le disais, une partie de la trace que nous allons emprunter aujourd'hui a longtemps été au menu du Paris-Dakar. Il faut savoir que cette mythique course de rallye raid est passée pour la première fois au Maroc en 1993. Mais ce n'est qu'en 98, en 2001 et en 2002 que cette partie a exactement été empruntée par ces pilotes. Le but était ensuite de descendre bien plus bas afin de rejoindre la Mauritanie. La course a continué de passer au Maroc, parfois par intermittence jusqu'en 2008, avant de finir par s'exporter en Amérique du Sud. Merde, putain! Putain, mais là où il faut pas, quoi. C'est quoi, c'est des melons? Des barres? J'ai pas accès au crash. J'ai accès à rien du tout pour la lever. Finalement, le vent s'est vite calmé. Même si celui-ci souffle encore pas mal, ça n'a rien à voir avec ce que c'était ce matin ou encore hier. Mais on doit cependant faire face à un nouveau problème, la chaleur. Mon gars, dis-toi que là il fait plus de 50 degrés dans le désert. Et encore, on n'est qu'en avril. Alors je te laisse imaginer la température en plein été ici. Heureusement que l'on a bien pensé à remplir nos camel bags avant de partir. On a plus de 3 litres d'eau chacun pour pouvoir traverser cette partie du désert. J'espère que ce sera suffisant. Mais le problème c'est qu'avec cette chaleur, le moindre effort que l'on demande au corps, c'est tout de suite une énorme consommation d'énergie et d'eau. Du coup on est dans un cercle vicieux. Plus tu forces, plus tu transpires, plus t'as soif, plus tu bois, mais il faut que tu forces, donc tu transpires, et ainsi de suite. Le mental y joue également pour beaucoup. Il faut vraiment essayer de s'énerver le moins possible. Même si là je t'avoue que je commence à être un peu à la limite. Tout simplement parce que tu vois que t'avances pas et que tous les 3 mètres t'es en galère et que tu tombes. T'as l'impression que c'est infini et que t'arriveras jamais à te sortir de là. Du coup faut temporiser un maximum, prendre le temps de réfléchir et vraiment s'économiser dans les faits et gestes. Il y a que comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Qu'est-ce qui me fait prendre là? Putain, mais fais chier! Derrière cette dune se trouvait une famille d'Espagnols en 4x4. Ils nous ont gentiment proposé un petit coca histoire de pouvoir se rafraîchir un peu. Le gérant du Riad de ce matin me disait qu'à cet endroit précis, il fallait viser l'espèce d'entonnoir entre les 2 montagnes. C'est la partie que tu vois en face. Le truc, c'est qu'on a 2 chemins pour pouvoir y aller. Soit on passe à droite, soit on passe à gauche. La famille d'Espagnols est revenue sur leurs pas pour nous dire que la partie de droite était beaucoup trop ensablée. Du coup, ils nous ont mis le doute. Moi, à la base, je voulais passer par la droite et Clément me propose de passer par la gauche. Okay. Du coup, on réfléchit à quoi faire, on essaye d'évaluer toutes les possibilités. Sachant qu'une des 2 risque de nous poser de gros problèmes étant donné le terrain. À 11h.
Au final, on prend la décision de passer par la gauche. On verra bien ce que ça donne. Je me suis retourné dans le sable et mon pied est resté coincé sous la moto. La crash bar me bloque complètement la malléole et j'arrive pas à dégager mon pied. Heureusement qu'on est deux et que Clément a entendu mon klaxon. Nouvelle galère, il faut que l'on passe cette petite dune. Le problème c'est qu'il est impossible de prendre de l'élan. Il faut donc que l'on démarre directement dans cet amas de sable. Tu vois la piste là? Là, il faut que je t'avoue un truc. C'est la première fois que je sens mon corps qui est en train de me lâcher. Vraiment. C'est-à-dire que, mentalement, je sais que je peux le faire, mais physiquement, j'ai l'impression que le truc il veut plus y aller. Du coup, je voulais boire un petit coup de flotte, histoire de me rafraîchir un petit peu. Mais au moment de pomper sur le camelbag, plus rien. Il est vide. J'ai plus une seule goutte d'eau. Quand j'ai percuté ça, je dois t'avouer que j'ai eu un petit moment d'angoisse. Pas longtemps, mais juste de quoi me faire douter. Et c'est à ce moment-là que le mental prend le dessus. Il faut que tu te dises que tu vas y arriver et il faut que tu te dises que tout va bien se passer. Du coup, tu te poses, tu prends le temps de travailler ta respiration, t'élimines tous les doutes et toute la négativité que tu peux avoir en tête et tu cherches une solution au problème. Putain, là, j'ai les nerfs. Je t'avoue que là, pour le moment, rien nous vient à l'esprit. On se contente de ventiler, d'essayer de récupérer une respiration relativement stable. Mais quelques minutes plus tard, on aperçoit 3 4x4 qui arrivent en notre direction. Et en plus de ça, à bord de ces 4x4, tout le monde parle français. On va voir s'ils ont moyen de nous sortir de ces dunes. Ah, moi je fais confiance, il n'y a aucun problème. De toute façon, je vois des voitures, une sangle, c'est bon, j'ai confiance. Je me dis que ça peut pas être pire que ce que c'était tout à l'heure. C'est passé la bosse. Ok. Quand la bosse est finie, vous me faites un signe comme ça là. Parce qu'il faut pas qu'il lâche son guidon là. Baisse ta vitre. Il va m'arracher tout l'avant, imagine, à la colonne. Le problème c'est que dès qu'il tire, c'est direct. S'il tire et que nous on lève devant, ça devrait passer. Allez. Yes. C'est plus facile avec. Beaucoup plus simple. Hein. Bah toi ouais. Ouais. Dans le doute, ouais, je pense que c'est mieux. Il est où ton GPS? Dans ma poche. Mais en fait quand je le localise, il m'indique une route qui passe comme ça, qui fait une espèce de... C'est une piste, ouais. de L, mais c'est une piste roulante ou c'est une piste... Il y a un passage merdeux comme ça. Ouais, bon ça... Après, c'est du caillou. Et alors ça c'est le Wed Reris, c'est le plus pourri du truc à traverser. Je crois que c'est ça qui nous a dit d'éviter le mec en plus ce matin. Bon, être tanké en Islande c'est une chose. Être tanké dans le désert du Sahara c'en est une autre mon gars. C'est pas le même délire. Bon, un peu plus tôt on hésitait entre passer à gauche et à droite. Et ben on aurait dû prendre à droite au final. On profite également de leur logistique afin de pouvoir sortir Clément de là où il était coincé. Tout le monde est sorti d'affaires et on va enfin pouvoir continuer. En plus de ça, j'apprends qu'à quelques kilomètres, il y a un riad en plein désert où il est possible de pouvoir boire, manger et se reposer. On va essayer de l'atteindre. Il nous l'a dit, en fait on s'est planté de ouf. Genre il y avait un truc à pas passer. Avec nos motos ça passait pas et ben on est en plein dedans. Je monte toujours comme ça. Hey, il nous a dit, on est au pire endroit possible avec nos motos. C'est bon ça. Hein ouais, je vais bronzer un peu sur le tech là. T'as un peu de mon oeil? Back at it again. Eh gros, si on se retanque là, je vais péter les plombs. Bon, tâchons d'être intelligents dans notre procédé. Comme je te le disais, le tracé que l'on emprunte est une ancienne section de la mythique course de rallye raid, le Dakar. Anciennement appelé Paris-Dakar, cette course a été créée en 1978 par Thierry Sabine. Il y trouvera d'ailleurs la mort le 14 janvier 1986 lors d'un crash en hélicoptère avec notamment à bord le chanteur Daniel Balavoine.
Cette course s'est déroulée de nombreuses années entre Paris et Dakar, avec cependant quelques variations. Au fil du temps, et en raison, je pense, de pas mal d'éléments perturbateurs dont des menaces terroristes et l'assassinat de plusieurs Français en 2008 en Mauritanie, a contraint les organisateurs d'annuler cette édition au départ de Lisbonne. C'est d'ailleurs à cette période que ce mythique tracé a changé de cap et n'en gardera que le nom, puisque de 2009 à 2019, le Dakar se déroule en Amérique du Sud. C'est également à cette période que certains pays d'Afrique décident de créer l'Africa Eco Race afin de maintenir un rallye sur le continent africain. Le Paris-Dakar, toute édition confondue, le plus grand nombre de victoires est attribué à Stéphane Peterhansel, avec un nombre de 13 victoires, auto plus moto, dont 76 victoires d'étape. La limitation de vitesse des motos à 160 km/h a été instaurée en 2006 suite à de nombreux accidents. Mais le Paris-Dakar, c'est aussi et malheureusement 60 décès depuis 1979, civils compris. En 2016 et en 2019, c'est l'extraterrestre Toby Price qui remporte cette course. C'est d'ailleurs le premier pilote non européen à avoir remporté cette édition depuis sa création. Et pour l'anecdote, il a réalisé l'intégralité de l'édition 2019 avec un poignet cassé. Ce mec est une véritable machine. Je t'invite d'ailleurs à regarder un chouette reportage sur ce pilote. La vidéo est en anglais, mais je t'assure que si tu connais pas ce gars-là, ça vaut vraiment le coup de regarder. Je crois que c'est mieux. Je pense qu'on peut quand même se check parce que mon gars, le merdier dans lequel on est là. Après avoir pris le temps de bien se désaltérer et même de dormir un peu pour ma part, on s'occupe des motos. Elles ont besoin de quelques vérifications après tout ce par quoi elles sont passées depuis le début de ce voyage. Je sais pas, mais il va falloir... Oh la vache! T'es sérieux, mec? Il y a la moitié du Sahara là-dedans. On fait la rencontre d'un homme qui vit de plusieurs petits métiers, dont celui d'apiculteur. Il vend d'ailleurs ses pots de miel dans le riad où nous nous sommes arrêtés pour la nuit. Le Maroc se caractérise par des zones montagneuses et désertiques, mais il possède plusieurs zones dotées d'une flore très riche au point d'être considéré comme un vrai paradis pour les abeilles. À cela s'ajoute le fait que ce pays aurait le 3e meilleur climat de la planète. Il y a donc un fort potentiel pour ces apiculteurs ici. Ce métier permet de lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage. Mais malheureusement, le pays fait face, comme partout dans le monde, à plusieurs difficultés freinant considérablement le développement de ce secteur, pourtant à fort potentiel ici. Au fur et à mesure de nos échanges, cet homme nous propose de faire la route ensemble demain. Il connaît bien les habitants du prochain village. Et il nous garantit que l'on pourra faire les pleins des motos. En temps normal, la distribution d'essence peut être relativement restreinte, étant donné qu'ils vivent loin des grandes villes. Mais exceptionnellement, on pourra sûrement faire le plein des motos. Hier soir, j'étais exactement ici, en train de contempler cette immensité désertique sous un ciel bleu nuit coloré par les rayons de la lune. Pas une seule rafale de vent, pas un seul cri d'animaux, pas un seul bruit pour parasiter ce moment. Juste moi, le bruit de ma respiration et ce vide constitué de sable. Je pensais aux gens que j'aime, à ceux qui me manquent. Je me disais que j'aimerais faire découvrir ce genre d'endroit que je traque depuis chez moi pendant des heures à une certaine personne, pour vivre et faire vivre cet instant si apaisant, si agréable, si bon, là où la sérénité règne. J'ai capturé ce moment et je voulais le glisser dans la vidéo à la base, mais j'ai décidé de le garder pour moi. Parce qu'après tout, on voyage aussi pour ça, se constituer des souvenirs personnels qui nous sont propres et que l'on enferme à l'intérieur de nous, pour mieux se rappeler, pour mieux penser et pour revenir encore plus fort.
On en est déjà presque à la moitié du tracé. Et on a déjà eu l'occasion de pouvoir rencontrer énormément de gens avec la main sur le cœur. Des gens qui au premier abord te paraissent peut-être un peu suspects, un peu froids. Mais tout ça, ce ne sont que des a priori. Ce sont juste des gens différents, qui ont une manière différente de vivre de la nôtre. Mais qui au final feront toujours tout pour t'aider, peuvent te remonter le moral en un seul sourire, un seul regard, une conversation autour d'un thé, ou tout simplement une tape dans l'épaule, un serrage de main. Des choses tellement simples, mais quand elles sont faites avec sincérité, ça apporte tellement, et c'est surtout une véritable source d'inspiration. On prend la route avec le cuistot du riad et l'apiculteur. Objectif d'aujourd'hui, trouver de l'essence et continuer à traverser le désert. Paris-Dakar, hein? Ah bah là c'est pareil là. Putain. Combien de lettres? Je sais pas, le plein idéalement si c'est possible, mais c'était stylé la partie où il n'y avait pas vraiment de route, tu sais, chacun était... Ouais, ça c'était propre. Non, je fais pas la réserve, mais... Non, mais t'as pas de... Si, j'ai un témoin. Yes. You came from Nasuga now? Yes. We do. But we didn't manage it in one day. We sleep 20 kilometers from here. Yes, yesterday we had to do Merzouga to Zagora, but we had little problems. You can imagine which problems we had. Oh, putain. The guy behind you told us that there is just one part where is a bit of sand, but after it's a good track, you know, with rocks, but it's good to go there. A bit of sand can be too much for him. Yes. Yesterday we had... Because of his tires. Yes. Yes. Merci beaucoup pour tout encore. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Have a good trip. Thank you. Bonne piste. Ouais, les deux. Bon courage à vous aussi. Après un Merci, bon hein. petit thé et un petit café avec revoir. l'équipe, on reprend la route. On nous a donné 2-3 infos histoire d'esquiver les pires pièges et essayer de s'en sortir un peu mieux que la veille. Back in the shit. Il faut savoir que le sud du Maroc est mondialement réputé pour ses météorites en raison de la quasi-inexistence de végétation et donc du risque d'altération. Statistiquement, une météorite sur 5 est considérée comme précieuse. La plus connue est un bout de météorite portant le nom de NWA, et là on parle pas du groupe de rap, mais de la Northwest Africa, qui est aussi plus connue sous le nom de Black Beauty. Elle contient des morceaux de la croûte originale de Mars, ainsi qu'une contenance en molécules d'eau 10 fois plus élevée que dans les autres météorites martiennes connues, soit environ 130 à ce jour. Elle a été retrouvée dans le désert du sud du Maroc en 2011. Il faut savoir qu'une pierre similaire a été retrouvée également dans le désert du Sahara quelques années après. Cette pierre provenait du même astéroïde que la précédente.
Je sais pas pour toi, mais moi personnellement je trouve ça vraiment fascinant. Je te mets quelques liens d'articles en barre de description si jamais le sujet t'intéresse. Bon allez, après ce petit épisode scientifique, on continue de traverser le désert. Ça va? Clément? Ça va? Ok. Eh, ta GoPro? Hein? Ok, mais tu l'as ramassée? Ok. Elle était violente, hein. Tu sais que j'ai eu peur, hein. Ça va toi? Pas de blessure, rien? Oh, bon, j'aurais mal ce soir, je pense, à un endroit. Ouais. Mais là, chaud, ça va, c'est pour ça que je gaz. Bélec, hein. Ouais, j'ai ralenti un peu. Je vais peut-être lui demander. Tout droit? Tout droit. Par ici? Non. De droite. Ok, Méchant. d'accord. Merci beaucoup. Bon, en gros, c'est toujours tout droit, mais il m'a dit surtout qu'il ne faut pas quitter la piste principale. Parce qu'à les côtés, c'est sable, c'est le bordel, et il y a des trucs, ça t'amène autre part en fait. Donc toujours la piste principale. Il m'a dit qu'on va arriver à une espèce de gros panneau, toujours tout droit, et on vise les montagnes en fait. Et toujours sur la piste principale. Mais là, c'est dans le merdier. Bon, là, j'ai perdu Clément. Je pensais qu'il me suivait, mais en fait, pas du tout. Et je le vois plus. J'espère simplement qu'il m'a pas dit que ça allait alors qu'en réalité ça n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as une galère? Elle a coupé? Merde. Bon, un petit classique, la pompe à essence, tu connais, si tu suis nos aventures, tu sais que c'est comme d'hab. On la chinte, on se rééquipe et c'est reparti. C'est quoi? Oui? Ça s'appelle oui? Ouais. Ok. D'accord. Merci. Tu grimpais ou quoi là?
Putain, la lourdeur de la piste. C'était malade, putain, j'ai grave kiffé. Vraiment, ça commence à être d'accord, hein. Ça va. Vas-y, quand même, doucement. Moi franchement j'étais concentré, je fais bon pour le moment tout se passe bien, ça saute, ça ratterrit, ça se croise, nanana, je fais vas-y. À un moment, une compression mon gars, je suis sûr le sabot a touché mais tout a touché, ça c'est... Oh là là. Ah ouais non mais c'est clair et net. Comment? Ouais. Et putain qui arrive comme ça dans la rue. Encore un moment d'une rare simplicité et pourtant si agréable. On consomme rien, on nous propose du thé gentiment, on discute de moto, de rallye, de bagnole et on échange avec quelques commerçants. Le temps se gâte et je t'avoue que je sais absolument pas dans quoi on s'embarque. À la base, je pensais que c'était une route entièrement goudronnée, mais apparemment c'est pas vraiment le cas. En soi, ça ne pose pas de problème, mais avec cette météo capricieuse, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des plans. De toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives, on est obligé de continuer. On verra bien ce qui se passe. Personnellement, je commence à pas me sentir très bien. Avec tous ces changements de température de jour en jour, j'ai l'impression que mon corps commence à avoir du mal à encaisser et surtout à comprendre ce qui se passe. Mais malgré cette baisse de régime, je reste bouche bée devant ce que j'ai sous les yeux. Regarde-moi ce jeu de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et je trouve que ce paysage a quelques similitudes avec l'Islande. Si t'as vu notre précédente série, tu dois voir à quel épisode est-ce que je fais référence. C'est Jola. C'est bon? Ok. Bon courage. Ciao. Bonjour. Toi le froid il m'aillette. Ça va, on n'aura pas mis beaucoup de temps à trouver un lieu pour dormir ce soir. Quelque chose me dit qu'on va pas faire long feu. On va manger et se reposer directement pour réattaquer une nouvelle bonne journée demain. On a beaucoup de kilomètres qui nous attendent encore. Et j'espère aussi que la météo va vite s'améliorer. Nkoub, Maroc, le 21 avril 2019. On souffle enfin un peu de la journée d'hier. Ici au Maroc, la notion de temps n'est absolument pas la même que chez nous. On est loin du stress de l'heure à proprement dit. La journée démarre quand le soleil se lève et elle se termine quand il se couche. On arrive à se situer dans le temps par rapport au retentissement des chants en provenance des mosquées et on n'a pas besoin de plus. Lâcher prise de cette façon-là, ça fait tellement du bien. On prend le petit déjeuner dehors, tranquillement, sans aucune pression. On refait le monde avec Balou, puis on décide de prendre la route sur les coups de midi.
On mettra une bonne demi-heure à sortir du village et surtout à trouver la bonne piste à emprunter pour pouvoir continuer sur notre itinéraire. Le but, c'est que l'on atteigne le Djebel Sagro. Ce sont les montagnes rouges que tu vois en face. En Tamazigh, qui est un dialecte qui provient de la langue berbère, Sagro signifie sécheresse. Il faut savoir qu'ici l'air est extrêmement sec. Cette partie du Maroc ne bénéficie pas, à l'inverse des montagnes qui sont plus à l'ouest, d'un air humide, car l'océan se trouve beaucoup trop loin de ces montagnes. Réalise l'immensité de la chaîne de montagnes auxquelles on fait face, je me prends un véritable jet d'adrénaline. Je dois presque faire un 360 avec ma tête pour pouvoir te montrer l'intégralité de cette chaîne de montagnes. C'est gigantesque, je t'assure, et je peux te dire qu'on se sent vraiment petit face à ça. On se dirige maintenant tranquillement vers les fameuses gorges du Dadès. Même si tu n'as jamais mis les pieds au Maroc, il y a de grandes chances pour que tu connaisses déjà ce spot. C'est une des destinations touristiques les plus fréquentées ici au Maroc. Habituellement, je fuis les lieux touristiques, je déteste ça. Mais comme on aime rider les belles courbes, on est obligé de passer par là et de voir ce que ça donne. Par contre, j'espère que ça sera pas blindé de monde. Mais vu l'heure, on a peut-être un coup à jouer. On croise par hasard une bande de potes espagnols qui est également en road trip au Maroc. On en profite pour discuter moto et on échange 2-3 bons plans sur les routes à venir. Thank you. Going to do this. Yes. ¿Y este piste está bueno? No hemos ido por ahí. Hemos hecho Ok. Y esta parte no la hemos hecho. Está bien. ¿Y dónde vas? Ahora. Sí. We did Iceland with them too? Yeah. Ah, yes. And you like it? La pista hace tanto kilomètres? Bon, visuellement le col est magnifique, y a rien à dire. Après je t'avoue, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long que ça. Au final, c'est un peu la même sensation qu'au Stelvio. Visuellement, c'est magnifique, mais à rouler, je trouve pas ça ouf. Par contre, également comme au Stelvio, la meilleure partie des gorges du Dadès se trouve selon moi avant la partie la plus connue. Regarde-moi ça sérieux, c'est pas magnifique?
Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Mais d'une manière générale, il faut toujours que tu roules ici en ayant bien conscience que la route est dégueulasse. Il y a des gravillons partout, du sable partout, et à tout moment, ta moto peut déraper. Donc en soi, pas de problème pour rouler avec un bon rythme, mais il faut toujours faire attention à la gestion des gaz. C'est un coup à finir au tas directement sans même te rendre compte. Donc si jamais tu viens rouler ici un jour, garde toujours ça en tête, à chaque virage, tu peux te casser la gueule. Je sais, j'ai pas un discours très positif, mais c'est ce que je garde toujours en tête pour justement éviter l'accident bête. Le temps semble se dégrader. Vu l'heure, je pense qu'il va pas falloir que l'on commence à attaquer les nouveaux cols. Ça risque d'être un problème pour nous et on risque de se retrouver coincé dans une tempête. On va essayer de trouver un endroit où dormir pour cette nuit et idéalement au pied de ce col de montagne. Mon tel il s'est éteint et tout. Il se met léger là. Il neige là? Ouais, Là c'est Twisted. Ok. De la piste. Je pense que c'est de la piste. Lui. là, il a bientôt terminé. Ouais, dans une bonne demi-heure je pense. C'est ça que ça serait raisonnable. C'est vrai que c'est peut-être pas raisonnable. Sachant qu'il est en train de neiger en plus à moitié. Et que ça se couvre. Et que j'ai l'impression qu'on monte un col. Pour redescendre après. On va aller voir là. Ce sera peut-être mieux. J'espère que je touche pas avec mes amortos de merde là. Bonjour, ça va? Ça va, très bien. Ouais bah c'est parti. Réveil sous un froid glacial au pied de l'oued d'Hadès ce matin. Le gérant de l'auberge m'annonce que ma moto est tombée cette nuit sur les coups de 3h du matin. Regarde au loin sur la cime des montagnes. Qu'est-ce que tu vois? De la neige. Il a dû neiger pendant une bonne partie de la nuit, et je t'annonce qu'il va falloir que l'on traverse ce col-là. J'espère que l'ensemble de la route restera relativement praticable et qu'on va pouvoir traverser ce col sans trop de difficultés. On accroche toutes les doublures sur nos ensembles Revit, on s'équipe chaudement, on avale un bon petit déj et on attaque l'ascension du col. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi, toujours. Toujours été ici? Ici, ou bien. Le- Parce que mes enfants, Le dernier village? Oui, le dernier. T'as quel âge? 65, 65? 26. 26. Et 27 lui. Le jeune. Tiens, je te raconte Ouais. un petit truc histoire que tu prennes conscience Ah, de mon la Dieu. chance qu'on a nous en Europe. Dis-toi que tous les gens que l'on rencontre tout au long de ce voyage, la majeure partie pour ne pas dire tous, n'ont jamais quitté le Maroc, voire même pire encore, n'ont jamais quitté leur village natal. Et c'est pas forcément une question d'envie, crois-moi. C'est juste qu'ici, si tu n'as pas un certain salaire ou un certain niveau de vie, ou alors que tu ne connais pas les bonnes personnes, il est impossible d'avoir un passeport pour pouvoir quitter le pays. Alors effectivement, ils ont le droit d'aller dans certains pays quand même, mais ce sont des destinations qui ne les intéressent pas forcément. Et je t'avoue que même moi le premier, quand les gens qu'on rencontre là-bas nous disent ça, j'arrive pas forcément à percuter à quel point ça peut être perturbant ou même rageant pour eux de nous voir comme ça, voyager d'un pays à l'autre sans aucun problème particulier.
Je ne suis pas en train de dire que tous les gens que l'on a rencontrés ont vraiment envie de voyager, mais je dis juste que quand on parle avec eux de ce genre de choses, tu sens qu'il y a une petite amertume, un petit regret, et que si on leur avait tout simplement donné la possibilité de le faire, ils auraient aimé le faire, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Alors si t'as envie de voyager mais que ton seul problème c'est la crainte, mets vraiment ça entre parenthèses et fais-le. Bienvenue dans les méandres des gorges du Dadès. Ici, on est à environ 3000 mètres d'altitude. C'est l'une des routes les plus hautes du Maroc. La vue est absolument incroyable. Et les neiges de la veille viennent sublimer la vue. On a l'impression d'être au-dessus du monde. Heureusement que nous n'avons pas tenté la traversée hier, ça aurait été une bêtise. On reste cependant vigilant. Le sol est extrêmement boueux par endroits et une glissade vers le mauvais versant de la montagne pourrait nous être fatale. Traverser le col et il est maintenant temps que l'on trouve une station-service. On n'a plus d'essence. Le problème, c'est que je viens de me tromper de direction et je vais me rendre compte que 35 km plus tard. Du coup, on va devoir rebrousser chemin et ce qui veut dire que l'on a 35 km de plus à faire avant de retomber sur une station-service. Du coup, il va falloir que l'on roule vraiment tranquillement et que l'on économise le peu d'essence qu'il nous reste afin de ne pas rester coincé ici dans les montagnes. Il y aurait une station-service essence tout droit? Ok, merci beaucoup. Bonjour. Le plein, ouais. Maximum. Maximum. Bien, merci. Oui, la santé. Mais vous étiez en haut aussi, non? Ouais. C'est votre premier? Ça faisait 2 jours que je croisais au loin ces 2 Français en moto. Je sais qu'ils sont français parce que maintenant on a pu échanger un petit peu avec eux. On en profite pour boire un coup ensemble et nous on va rester ici pour manger ce midi. Pas m'empêcher d'être émerveillé devant la forme de ces montagnes. On a l'impression d'admirer une multitude de vagues provenant de l'océan.
quoi me fait un petit peu penser cette zone? Je sais pas si tu te souviens, lors de la série sur les Balkans que j'avais sortie il y a quelques années maintenant, on était remonté par le sud de la France et on était passé par la zone de Barcelonnette. Et après réflexion, je me dis que cette zone ressemble quand même vachement au col de la Cayolle. Pas en termes de route évidemment, puisque ça n'a rien à voir, mais plutôt en termes de jeu de couleurs au niveau des paysages. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. C'est vrai que c'est magnifique. Bonjour. Yes. What's going wrong? Why? What kind of problem? You have no teachers? On peut passer? Oui. Ok, merci. Après de longues minutes d'attente, on nous a enfin donné le feu vert. On peut continuer de traverser. D'après ce que j'ai compris, l'ensemble des élèves de l'école n'avaient pas assez de professeurs pour pouvoir avoir cours. En signe de protestation, ils ont décidé de bloquer l'accès à la route. On me fait souvent des réflexions par rapport à certaines trajectoires que l'on peut prendre durant nos voyages. Ici, les bords de route sont vraiment catastrophiques. Entre les gravillons, la terre et les bouts de verre, c'est pour ça que l'on évite de rouler sur ces côtés-là. Donc dès que la voie est dégagée, on roule au milieu. Je fais signe à Clément pour que l'on s'arrête sur le bord de la route. Je dois vérifier un truc sur la carte. J'ai un doute sur le fait que l'on soit sur la bonne route. Sur notre droite se trouve un café avec quelques hommes en train de boire et d'apprécier les rayons du soleil. Cela fait quoi, 20 secondes que nous sommes arrêtés. Je check la carte et je relève les yeux instinctivement. De nulle part, un groupe de femmes avec des seaux contenant du pain, des gâteaux et du thé apparaît. On me tend un verre et de quoi manger. On se retrouve à grignoter et à boire du thé sur les motos, tout en consultant la carte sans trop comprendre pourquoi ni comment. Choukran. Décidément, la population de ce pays n'en finit pas de me surprendre positivement. RAS au niveau de l'itinéraire, on était bien sur la bonne route. C'est reparti. Flaque d'avant, j'étais pas prêt, tu m'en as mis mais partout mec. J'étais assis, je me suis pris une faciale, j'ai rien compris, je l'ai pas venir, je vois un raz-de-marée se lever. Du coup j'étais là en train de gueuler tout seul et je vois l'autre, je fais ah le bâtard là, je vais la voir là. J'étais derrière, je vois la flaque arriver, je trouve d'un coup sec. Trop dans le arriver, je dis oh le bâtard. Putain, je me crois trop dans le sud de la France moi. Tu sais, sud-est, quand on remontait un peu des Balkans et tout. Portugal là? Ouais, pas loin de la Grèce.
si la majorité des petits enfants que tu peux croiser le long des villages sont super gentils et te veulent que du bien, reste quand même sur tes gardes. C'est déjà arrivé que certains cherchent à nous mettre des coups ou à nous lancer des cailloux. On a même croisé certaines personnes qui se sont déjà fait voler des téléphones portables ou des portefeuilles et on leur réclamait de l'argent ensuite pour pouvoir récupérer leurs biens. Ça reste quand même une minorité, rassure-toi, mais c'est quand même bon de le savoir. Bouge ta merguez là. Bonjour. Hop. Sinon on reste sans huile, c'est pas grave. T'as du papier? Ah ouais, ça a des mouchoirs propres, ça déclare pas. Elle a rien consommé. Pourquoi t'as le seum comme ça? J'ai l'impression que t'as fait l'exploit du siècle. J'ai découvert l'huile en or. Et remplis ta béquille. Reste avec ta 10 là. Pourquoi rageux? C'est toi? Moi je suis Yams. Moi je jette pas les moutons comme ça. Full huile. Toi t'es là, tu vas devoir aller acheter un pot. Mais si, tu vas l'acheter. Bien sûr que si. Bah vas-y, l'autre il me permet de l'autre côté. Regarde, je suis pas... Elle est dégueulasse en plus ton huile. Elle est horrible. Ah d'accord. Après c'est le lac. Après ça commence à être la prochaine. Comme ça. Il se fait tard et on a déjà abattu pas mal de bornes aujourd'hui. On vient de traverser une ville, mais on n'a vraiment pas envie de dormir ici. On trouve pas de vrais points de chute et les seuls hôtels disponibles donnent directement vers la rue avec impossibilité de garer les véhicules à l'abri. Du coup, ça voudrait dire que l'on doit laisser la majeure partie de nos affaires sur la moto et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On prend la décision de continuer de rouler dans les montagnes en espérant trouver un endroit où dormir avant que la nuit tombe. Le barrage de Moulay Youssef. La route est en meilleur état que ce que je pensais. Les derniers kilomètres restants ne devraient donc pas être trop fatigants. Allez vous. Un homme nous fait signe de nous arrêter. Il va peut-être pouvoir nous renseigner. Avant, il y a un hôtel, à Ezerwalm. Vous avez la carte ici? Ouais. Pas les limites. Là on doit être... Tilougit c'est là. C'est avant. Donc avant, elle est pas hyper détaillée donc ça voudrait dire que ce serait par là, quelque part par là quoi. Voilà, une piste comme ça. Ok, bon on va faire ça, c'est sur la route. Au lieu d'aller à Tilgit village, il y a des gens comme ça. Encore un homme sorti de nulle part qui nous propose son aide. Il nous propose de nous héberger, mais il n'a pas assez de place pour 2 personnes. Par contre, il nous indiquera d'autres endroits où il est possible de dormir. Mais pour ça, on va devoir tirer sur une cinquantaine de kilomètres encore.
La nuit tombe et la fatigue commence à clairement se faire sentir. On finit par traverser quelques villages où même les lumières ne sont plus allumées. En plus de ça, on commence à rentrer dans certaines sections off-road et là ça commence à être vraiment dangereux. Par chance, on finira par tomber dans un endroit que l'on appelle la cathédrale et où l'on pourra dormir cette nuit. On passera la soirée avec 2 Belges, un père et son fils qui sont également habitués des voyages à moto. On mangera ensemble et on échangera sur nos différentes expériences par rapport à tous les voyages qu'on a pu faire, puis on finira par aller se coucher. Cathédrale de Mastfrein, le 23 avril 2019. Réveil un peu difficile ce matin. On s'est couché tard et on voulait absolument se lever tôt parce qu'aujourd'hui une grosse section nous attend. On retrouve nos 2 Belges de la veille au petit-déj et on reprend la route. Ils ont un setup grave intéressant pour rouler aussi. 2 400 XR d'origine avec un réservoir à service à grosse contenance pour les longues sections. C'est simple, léger et efficace. Ça va Clément. Yes. Voici ce que l'on appelle la cathédrale de Mastfrein. C'est pas une cathédrale au sens propre du terme comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un bâtiment religieux. C'est ni plus ni moins qu'un énorme rocher qui culmine à plus de 1500 mètres. Cet énorme rocher porte le nom de cathédrale parce qu'il en a tout simplement la forme si tu regardes bien. Plus on avance sur le trajet et plus on grimpe en altitude. On commence même à apercevoir de la neige sur la cime des montagnes. De températures plus qu'agréables à des températures frôlant la négativité. Et malgré le fait que nous sommes très bien équipés, cela n'empêche pas que le corps a vraiment du mal à s'adapter à toutes ces variations brutales de température. On dirait un gâteau et genre ils ont saupoudré le sucre de glace dessus, tu sais, genre pile ce qu'il faut pour rendre la brillance au truc. Oh là là là. Waouh. Waouh. J'ai pas les mots pour te décrire à quel point ce que j'ai sous les yeux c'est magnifique. L'intégralité des montagnes ne rentre même pas dans mon champ de vision. Et ce dégradé de couleur entre un blanc de tout ce qu'il y a de plus pur à un noir presque 100% opaque, incroyable. Là ça va aller super vite et on se rend compte de rien. Moi le premier quand la moto est tombée. Mais si tu regardes juste en dessous de mes pieds, t'as un énorme trou avec plein de barres de fer qui remontent. Je suis passé à 2 doigts de littéralement tomber dedans. Je me serais transpercé la jambe avec une de ces barres, c'est sûr et certain. Par contre, comme je m'attendais pas du tout à avoir un choc d'une telle ampleur, je me suis pas préparé à l'impact et ma cage thoracique a frappé sur le guidon. Du coup j'ai un peu de mal à respirer. Le temps que je reprenne mes esprits et que je comprenne ce qui se passait, il y a eu un attroupement de personnes autour de moi. Les gens se mettaient à me parler, à toucher à la moto, à mes affaires et même à me toucher moi. Je commençais à me sentir vraiment oppressé. Tu connais ce moment où tu te fais mal et t'as juste envie qu'on te laisse tranquille le temps que tu reprennes tes esprits. Et bah là c'était exactement ça.
Du coup, je remonte sur la moto sans même prendre le temps de me calmer et je pars rejoindre Clément directement. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un sale mood. Ça va pas dans ma tête, je cogite beaucoup trop, et le fait de rouler constamment derrière la moto à Clément, ça me donne mal au crâne. Son échappement dégage trop de vapeur d'essence, du coup ça m'aide pas. À cela s'ajoute le fait que le nombre de kilomètres restants ne semble pas descendre, j'ai l'impression que cette journée est interminable. Je décide de passer devant Clément et d'augmenter un peu le rythme sur cette section. La route est pas trop mal et ça m'obligera à rester concentré sur l'instant présent. Je réfléchirai un peu moins. Fatigue mon gars, j'ai calé. Allez. Je me suis cassé la gueule. Je pensais que j'étais au point mort, je lâche l'embrayage, la moto elle est tombée. Mais du coup j'ai un peu plié le sélecteur. La pluie fait son apparition et on décide de s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus envie de rouler et je me sens pas bien du tout. Quant à Clément, il n'a pas l'air d'être au top de sa forme non plus. Du coup, on décide de se choper un bon hôtel où on va pouvoir manger correctement, se réchauffer et surtout passer une bonne nuit de repos. On en a vraiment besoin. Un groupe de Français nous rejoindra un petit peu plus tard dans cet hôtel. Le plus drôle, c'est que la majeure partie de ce groupe fait partie du forum Atok Moto. C'est le forum officiel des Africa Twin en France. On a pas mal discuté ensemble et j'apprenais d'ailleurs que ça faisait 4 jours qu'ils étaient au Maroc et que ça faisait 4 jours qu'il pleuvait non-stop. Comme quoi, on se plaint de notre journée de pluie, mais on a vraiment eu de la chance sur la météo pour le coup. C'est quand il fait des beaux articles, tu vois, sur... Ce matin, réveil tout en douceur à la case Bailly. On entame la journée par un très bon petit-déj et on remonte préparer nos affaires. L'objectif d'aujourd'hui est de redescendre dans le sud du Maroc et d'atteindre les environs de la ville de Ouarzazate. On passe à la caisse pour régler ce que l'on doit au gérant de l'hôtel, mais le souci c'est qu'on n'a pas assez sur nous. Je lui propose de lui laisser mes papiers le temps que j'aille récupérer les sous, et en plus de ça, Clément reste ici en gage de sécurité. Mais le gérant me dit qu'il n'y a pas de problème et que de toute façon pour lui tout est basé sur la confiance, donc il n'y a aucun souci. Et il se propose même de nous accompagner jusqu'à la banque. Du coup, nous ça nous arrange, comme ça on va directement retirer ce qu'on lui doit, on le paye directement dans la rue et on prend la route. Une fois arrivé à la banque, je retire la moitié du paiement total et je me dirige vers la voiture pour lui donner. Je retourne à ma moto, je prépare mes affaires et Clément en fait de même. Mais au moment de repartir, le gérant de l'hôtel fait demi-tour avec sa voiture et revient voir Clément. Le truc c'est que moi j'étais beaucoup trop loin de Clément, du coup je savais pas ce qu'il était en train de lui dire. Mais en gros il était en train de dire à Clément que j'avais pas donné ma part et qu'il manquait du coup la moitié du paiement. Clément, sans trop chercher à comprendre pourquoi, lui redonne la moitié du paiement et Mr Saïd, pour ne pas le citer, disparaît aussitôt. Clément voit que je réagis pas forcément, du coup je pense qu'il cale l'affaire de son côté aussi. On reprend les motos et on décide de partir. Ce n'est que plus tard dans la journée en discutant entre nous qu'on s'est rendu compte que cet enfoiré est parti avec 1 fois et demie la mise. Le mec nous parle de principe, nous parle de confiance et nous entube comme ça gratuitement, c'est le genre de truc ça me fait péter les plombs. Du coup, sans pour autant ne rien attendre du coup de fil que je vais lui passer, j'arrive à l'avoir au téléphone. Il commence à bafouiller, m'expliquer qu'il y a peut-être une erreur, qu'il va regarder, ceci, cela, et au final, en le rappelant, on tombe même plus sur lui, le téléphone est coupé. Bref, on épilogue pas sur le truc, on sait très bien qu'on s'est fait banane, c'est que 70 € c'est pas grand chose, mais c'est le genre de truc, ça a du mal à passer si tu vois ce que je veux dire.
Plus tard dans la journée, et par curiosité, je me suis permis de taper son nom et son prénom sur Google, juste pour voir. Et bah dis-toi qu'on est loin d'être un cas isolé. Apparemment, il aime beaucoup avoir ce genre de pratique et beaucoup de gens se sont fait entuber. J'ai pas spécialement pour habitude de descendre qui que ce soit dans mes vidéos ou dans les commentaires, mais quand il y a des cas comme ça, je suis désolé mais je suis obligé de le souligner. Donc si jamais tu passes dans le coin, surtout évite cet hôtel. On est maintenant parti pour plus de 140 km de route à travers les montagnes. Comme je te le disais, aujourd'hui on redescend dans le sud du Maroc. Normalement les températures devraient de nouveau être agréables. On va essayer d'atteindre la ville de Ouarzazate. Je vais mieux, Clément aussi. Les maux de tête ont disparu et les nombreuses questions que j'ai en tête semblent être en suspens. C'est tant mieux. J'espère que ça restera comme ça encore pendant longtemps, parce que cogiter quand t'es en train de rouler à moto, c'est le meilleur moyen de se foutre au tas. Quoique parfois même sans trop cogiter... Putain, qu'est-ce qu'il fait ce Ray? Putain, il y a mon essence qui se barre, sa mère. Sa mère là. Ah vas-y. Putain, on fout de l'essence partout, frère. Fais-moi la remettre, dépêche-toi. Putain, regarde, ça pisse sa mère. Putain, je suis mort. Ouais, alors. Ça dit quoi là? Fatigue. Je suis en larmes. Oh putain. Je vois le tas de merde, je fais ah ouais. C'est sûr ça va pas passer. Mais putain, tu me casses les couilles. C'était écoulé. Mais... Oh ouais. Oh c'est chaud. Je voulais faire une photo ici. Bah écoute pas. On s'est arrêté pour ça. Quand ça tapait une barre et je vois t'arrives dans ma meule, ça rebondit, ça tombe. Je suis ah ouais. Vas-y, passe devant, je te filme. Ça marche. 3 virages après. Là, en fait, idéalement, en auto, il faudrait que je la mette par terre. Bon, avec ces conneries de base, j'avais déjà un problème de frein arrière, mais là, avec la chute, il est complètement bloqué. La roue arrière ne tourne même plus. Du coup, j'essaye de retordre la pédale de frein arrière et de régler ce problème de façon temporaire. Ah la barre de rire.
Effectivement. Comme je te le disais, on a repris cap au sud direction la ville de Ouarzazate. On est actuellement en train de descendre par la région montagneuse que l'on appelle le Haut Atlas. La route est plutôt technique et on doit rester vigilant. Mais la beauté que nous offre cette région fait que j'ai vraiment du mal à garder les yeux fixés sur la route. Je ne l'ai pas filmé, mais en finissant de descendre la vallée, on aperçoit au loin un énorme scintillement dans le désert. C'est ici que se trouve la centrale solaire la plus grande du monde. Avec ses 320 jours de soleil par an, ce projet sonne comme une évidence. Ce site produit de l'électricité grâce à la technologie dite thermodynamique. À la différence du photovoltaïque, cette technique permet de conserver la chaleur. Le Maroc a pour objectif de produire 42% d'énergie renouvelable d'ici 2020. On arrive enfin à Ouarzazate en fin d'après-midi. On s'arrête dans un café pour se poser un peu et réfléchir à la suite des événements. Au final, vu l'heure, on décide de pousser un peu plus et de trouver un riad dans les prochaines villes. Mais je sens que Balou se démotive et semble être complètement ailleurs. C'est sûrement dû à la douille qu'on s'est prise ce matin par le gérant de l'hôtel. Du coup, je vais lui proposer de s'arrêter ici pour ce soir et on va essayer de se changer les idées. Je pense à un autre truc, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est se caler dans un truc là, dormir, on mange tranquille et tout, et demain on part tôt, et on attaque, demain on tape 400 bornes. Tu veux regarder sur ton truc avant ou pas? Bon, et puis il y en a plein de longs, on en prend un qu'on kiffe et fin. Bonjour. On cherche où dormir, mais avec un endroit où on peut rentrer les motos, enfin pas les mettre côté rue quoi. Non, non, ici. On peut les mettre là, c'est bon? Oui. La France jusqu'à le Maroc. Eh oui. Vous avez des chambres de disponibles? Oui. Pour une nuit? D'accord, bienvenue. Merci beaucoup. C'est combien? 1 million d'euros. 1 million, parfait. Allez, on va se coucher. Demain, ça va encore être une grosse journée. Ce trip touche à sa fin et on doit maintenant se diriger vers Marrakech, puis ensuite remonter vers Tangemed. Et pour couronner le tout, il nous reste à peine 2 jours pour boucler ces 1000 km. Il ne va pas falloir qu'on traîne. Il est chaud. Bon là, je l'ai pas filmé. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que Clément essaye de doubler un camion. Je sais pas si on l'a dans la vidéo, le camion là. Il vient de te faire un high side, mon gars, devant le camion. Il a mis la meule à plus de 45 degrés, sans mentir. Et là, ça a failli faire un carton, mais sale. Ah, je l'ai pas filmé, je suis vénère. Là, dans sa tête, là, il doit prendre une pression. Ah, je suis vénère. Putain, je l'ai pas filmé, je suis deg. Aïe aïe aïe, j'ai cru que t'étais dans le camion, mec. Départ de bonne heure ce matin. Aujourd'hui, on va pas chômer en termes de distance. On n'a plus trop le choix de toute façon. Objectif d'ici ce midi, avoir fait un peu plus de 200 km et atteindre la ville de Marrakech. Je suis pas spécialement un fan des grandes villes comme ça. Mais comme c'est la première fois qu'on vient au Maroc, autant quand même passer au moins une fois à Marrakech. On avisera ensuite pour la suite des événements. Mais je t'avoue que si possible, j'aimerais rajouter 600 km de plus et tirer jusqu'à Tangemed direct, quitte à dormir un peu sur la route.
gars, interminable cette route, c'est blindé de monde. Et en plus de ça, il y a pas mal de sections en travaux, donc la circulation était encore plus au ralenti. On arrive enfin à Marrakech et on se fait aspirer dans la Médina avec les Africa Twin. Il fait plus de 40 degrés, on roule en première roulante et c'est un véritable four ici. En plus de ça, il faut que l'on reste concentré pour écraser personne. Tu vois le périph' parisien un jour de chaleur quand c'est bouché ? Eh bah c'est de la rigolade à côté de la Médina, vraiment. À la base, on voulait manger sur Marrakech, mais on décide de sortir de la ville et de manger ailleurs. Mais avant même de sortir de la ville, la moto de Clément s'est coupée. On décide de trouver un endroit un peu plus tranquille pour bricoler. Du coup, on s'arrête dans une énorme station-service à la sortie de Marrakech. On en profitera pour manger un bout. Bah sinon c'est quoi, on tire jusqu'à ce qu'on en ait marre. La chaleur diminue et on est relativement en forme. On prend la décision de pousser un maximum jusqu'à Tanger. Peut-être qu'on le fera d'une traite ou pas, on verra en fonction de notre ressenti. Quoi qu'il en soit, on souhaite arriver là-bas le plus tôt possible pour checker les motos et se reposer un maximum. Dans même pas 2 jours, on a un ferry qui nous emmènera à Algésiras, au sud de l'Espagne. On devra ensuite encore traverser l'intégralité de l'Espagne, plus la France, et arriver sur Paris avant lundi matin. Les maux de tête reprennent, mais c'est pour Clément cette fois-ci. Il n'arrive plus à rouler correctement et veut absolument s'arrêter et dormir un peu. Du coup, nouvel arrêt en station-service. J'ai mal au crâne. Oh putain, je suis mort. Le mec il a mal au crâne. Il me fait ouais, on s'arrête pour dormir. Et le mec il est là en train de serrer des roues de camion. Oh putain. Ah, j'adore ce pays. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Ça, c'est un pays pour moi ça. Tu m'appelles? Ouais. Il a besoin de serrer des roues, quoi. Après cette petite séance de muscu improvisée sur le parking, on reprend la route. Comme je te le disais tout à l'heure, on a décidé de tirer un maximum jusqu'à épuisement afin d'arriver le plus près possible de Tanger Med. On passera la nuit à dormir sur le sol d'une station-service en extérieur. Je t'avoue que j'ai dû dormir l'équivalent de 20 minutes sur toute la nuit et que cette pause m'a plus éclaté qu'autre chose. À choisir, j'aurais préféré continuer jusqu'au lever du soleil sans même m'arrêter une seule fois. Après une nuit compliquée et une fatigue assez conséquente, on arrive du côté de Tanger Med. Cette arrivée au détroit de Gibraltar marque la fin de notre road trip au Maroc d'un peu plus de 3000 km, mais pas la fin de nos aventures et de nos galères pour autant. Attends la suite. On n'est pas bien là sérieux. Le soleil brille et toutes les conditions sont réunies pour apprécier l'instant présent. On couronne le tout par un petit restaurant où les proprios ont eu l'extrême gentillesse de réouvrir les cuisines juste pour nous, et en plus ils nous laissent choisir le plat que l'on veut manger. Je t'avoue qu'avec la nuit dernière et les 900 et quelques kilomètres abattus depuis hier matin, j'ai fait chauffer la CB et je me suis littéralement explosé le ventre avec tous les plats à base de fruits de mer. On ne tarde pas à trouver un endroit où l'on va pouvoir dormir ce soir. Et celui-ci est d'ailleurs tenu par 2 Français expatriés au Maroc depuis maintenant pas mal d'années. C'est d'ailleurs vraiment un endroit que je te recommande si jamais tu passes par ici. Pose nos affaires, on fait connaissance avec les proprios et on part en triple mission. Première mission, trouver de l'eau distillée pour la batterie de l'Africa Twin de Clément qui est HS et vide. Seconde mission, se trouver un petit spot cool où l'on va pouvoir boire quelque chose et apprécier l'air marin. Et troisième mission, réparer la moto de Clément. Bah ouais, n'oublie pas que demain on a quand même un ferry à prendre à 7h du matin. Concernant l'eau distillée, ça m'a l'air compromis. Du coup, tu connais, hein, Système D, c'est notre marque de fabrique. Puisqu'on n'a pas trouvé d'eau distillée, on va en fabriquer nous-mêmes. Il était déjà mort. Depuis que tu t'es pété la gueule. T'as brûlé dedans. Tu m'étonnes, le disque il frotte tout le temps. La tôle elle touche. Ça c'est du montage efficace. T'as un tournevis plat? Non. Bon, on est en mission. Il faut faire de l'eau distillée. Donc on a une bouilloire. Clément passera la majeure partie de sa soirée à fabriquer de l'eau distillée pour sa batterie, en espérant que ça fonctionne demain. Il est maintenant temps de finir de préparer nos affaires avant d'aller se coucher. Demain, réveil à 5h50 parce qu'on a un ferry à prendre pour 7h du matin. 6h du matin.
Crevé, avec une motivation proche de zéro, on sort du lit. Sans chercher à comprendre quoi que ce soit, on s'équipe et on attaque. Enfin, on attaque. En slow-mo quand même. Du coup, on quitte la maison à 6h50. Pour un ferry qui est censé partir du port à 7h00, ça va être sport. On trace. C'est à partir de maintenant que les galères vont commencer et ne vont plus s'arrêter. Bonjour. Étiquette. Ça marche plus très bien là. Vous retournez à le guichet de Transméditerranéen. C'est où? C'est le premier gros guichet là-bas? Tu sens arriver l'histoire ou pas? Gratuitement là-bas. Du coup, on retourne en speed à l'entrée du port. On commence à sérieusement envisager le fait que l'on va louper notre ferry. Je commence déjà à relativiser en me disant qu'on perdra 90 €, au pire. Mais au fur et à mesure de la discussion avec les douaniers, on se rend compte qu'en fait, notre ferry, il est ni en mer, ni au port. Il a tout simplement été annulé il y a quelques jours, et on n'était même pas au courant. Bon, point positif, on a bien fait de pas trop se presser. On chope de nouveaux billets, et on essaiera de se faire rembourser les billets du ferry inexistant plus tard. Vous avez payé ou pas? C'est bien. Ouais, c'est bien. Ok, bon. Merci beaucoup en tout cas. Bon voyage. Bon courage. On tente de passer la douane et on nous demande de se mettre sur le côté. Ça sent le contrôle anti-stup tout ça. Les douaniers me demandent de poser mon sac à dos avec le reste des motos. Bon, pas de pression en soi, hein, mais je me demande simplement si je vais réussir à quitter le Maroc avec mon drone. Attendez la décision. Au bout de quelques minutes d'attente interminable, un des douaniers sort de la cabine. Eh vous? Putain, me dis pas que je vais avoir des galères avec mon drone maintenant. Si près du but, ça me ferait quand même vraiment chier. Vous pouvez y aller. Bon, le drone s'est passé. J'avoue, j'étais pas serein parce que les machines comme ça, les scans, ils savent tout, hein, ils savent très bien ce qu'il y a dans les valises. Et ça passe. Donc là, je suis rassuré. On embarque sur le ferry et on est parti pour une traversée d'1h30 seulement. Bah oui, comme on doit arriver sur Paris avant lundi et qu'on est samedi, on a pris au plus court afin de pouvoir rattraper notre retard directement sur la route. Regardez la vue. Oh la vue de bâtard. On débarque sur le port d'Algeciras, on récupère les motos et on enchaîne directement avec l'autoroute espagnole. Les heures passent, les kilomètres s'enchaînent et je finis par remarquer qu'une voiture de la Guardia espagnole était derrière nous depuis un bon moment maintenant. Du coup, je décide de ralentir volontairement notre rythme de croisière. Je voulais absolument qu'ils passent devant nous, juste pour voir. J'ai déjà eu beaucoup trop d'histoires avec ces mecs-là, du coup je suis jamais serein, j'aime pas les avoir dans mon dos. Ils finissent par nous doubler, mais restent juste devant nous. Ils mettent les gyrophares et nous font signe de sortir à la prochaine. Je dois t'avouer que là, je suis quand même curieux de savoir ce qu'on peut nous reprocher. Carta de conducteur. Je vais écrire une amende. Oui, il faut que vous payiez en ce moment 100 €. 100 €? 100. Pourquoi? Pour la lumière. Mais elle marche pas là? Et maintenant, oui. Mais avant, non. Ouais, non, mais là, c'est abusé, gros. Je suis bouillant là, mon gars. Tu veux me dire là-bas climatisé? Chaque fois, je me fais The Beast, toujours pareil. Je suis obligé. Ça me vénère. Franchement, ça me saoule. D'accord, 100 € parce qu'il y a 200, mais et 50 personnes, oui, tous les étrangers, 100 €. Vous pouvez payer avec de la monnaie ou bien avec plastique. Plastique. 200 €? Mais il a pété les plombs, lui. Sans balance, gros. Tu peux le baratiner autant que tu veux, tu la ramasses. Bon, qu'est-ce qu'on nous reproche exactement? Paraîtrait que mes phares ne sont pas allumés et que Balou n'a pas de rétro. Signez s'il vous plaît, une autre fois. C'est ce qu'on appelle clairement du foutage de gueule. J'essaye vraiment de rester tranquille et de pas péter un plomb contre ce mec tellement il est en train de me faire vriller avec ses histoires. La Guardia, mon gars. Toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est juste qu'on a des plaques étrangers et qu'ils aiment pas ça. Toujours la même chose. Clément commence à vraiment surchauffer. Entre le site de l'hôtel d'il y a quelques jours qui nous met une douille et nous prend 70 balles, le billet du ferry qu'on a dû racheter et maintenant 100 balles d'amende pour rien, ça commence à vraiment faire beaucoup. Devant notre refus de payer, le gars ouvrira son coffre et sortira des chaînes pour immobiliser nos véhicules et nous embarquer au poste. Franchement, j'ai pas la patience de leur tenir tête. Je suis crevé, je veux juste rentrer chez moi. Mais Balou lâche pas l'affaire. Du coup, j'essaye de le motiver à sortir la CB pour qu'il puisse payer son amende et qu'on puisse reprendre la route.
Les heures sont longues et les kilomètres passent vraiment doucement. On roulera comme ça en alternant entre pause et roulage toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à épuisement total. À l'entrée des Pyrénées, il commence à vraiment faire froid. Il doit être environ 3h du matin et on s'arrête dans une station-service histoire de fermer l'œil une demi-heure, boire un café et reprendre la route. 38 heures plus tard et 1800 km abattus, j'arrive à un feu rouge. À droite, la vallée de Chevreuse. À gauche, la voie rapide. Symboliquement, j'irai déverser les derniers grains de sable marocains et sahariens, ici, chez moi, dans la vallée de Chevreuse. C'est la première fois que l'on met les pieds ici en Afrique. Et même si ce n'est qu'un tout petit morceau, cela nous permet néanmoins de se rendre compte du gap entre ce que l'on nous raconte en Europe et la réalité des choses ici. Ici, pas de pression d'heure ou de temps. On est dans l'échange, le vrai, celui dont on ne se souvient plus forcément. Là où l'argent n'a que pour définition monnaie d'échange et non de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait ce rey? Balou et moi rentrons en Europe encore plus conscients de la chance que nous avons d'avoir la situation dans laquelle on vit, et notamment en France. Je pense que l'on manque clairement d'équilibre dans notre quotidien, à tel point que les premiers jours au Maroc, tout nous paraissait suspect, bizarre, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'ici, l'inconnu intrigue, mais dans le bon sens du terme. Ce qui engendre une conversation, un échange, et finit par créer un lien, une amitié, un souvenir et des sourires. Alors, merci, tout simplement, à ce pays, à ce peuple, de nous avoir accueillis de la sorte, et montrer à quel point nous avons tant à apprendre de vous, de par votre simplicité et votre gentillesse. Shukran. Si tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster ou tes goodies, je t'invite à aller directement sur ma boutique. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je poste l'intégralité des informations concernant ce road trip là, mais aussi les prochains road trips à venir. D'ici là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.